Le match dans le match part à la rencontre de trois ultracyclistes. Nos invités, Raphaël Boissy, Bastien Duvallée et Harley Glegg, ont décidé tout simplement de rallier Istanbul depuis Monaco à vélo cet été. En guise de mise en jambe, ils pédaleront entre la Pointe du Raz et Caen au mois de mai. Nous partons à la rencontre de ces fans d'un cyclisme pas comme les autres. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, j'aimerais que vous me racontiez tous les trois comment vous en êtes venus à l'ultracyclisme. On peut dire que en fait, on est tous les trois passionnés de sport, un petit peu sur de la longue distance. J'ai réalisé une première course en France. Bastien était très intéressé, Harley aussi, on en a débriefé. On est partis tous les trois dans la foulée au Portugal faire une épreuve sur 1000 km où on est revenu plein de souvenirs. En plus, Bastien a fait une perf assez sympa pour sa première participation. Et puis de fil en aiguille, on a participé l'année dernière à plusieurs manches de ce championnat du monde d'ultracyclisme avec des destinations un petit peu exotiques, Sri Lanka, Taïwan, entre autres, Maroc aussi. Et puis maintenant, on a envie d'autres aventures et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc vous avez tous les trois, Bastien, commencé en même temps? Oui, alors on a globalement tous commencé en même temps cette aventure d'ultracyclisme avec Raphaël qui a fédéré un peu notre petit trio, parce qu'on n'est que trois, on n'a jamais voulu s'étendre. Et aujourd'hui, l'ultracyclisme, au-delà du défi qu'on peut relever ou se challenger personnellement, c'est la découverte, la nature, découvrir l'environnement. Et faut aimer pédaler aussi, un petit peu quand même. Oui, et puis il faut être sportif déjà à l'origine. Harley, vous par exemple, vous avez commencé par quel sport quand vous étiez plus jeune? Donc moi j'ai commencé avec beaucoup de VTT, depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait tout un parcours en VTT à atteindre un niveau assez sympa au niveau national. Et c'est quoi un niveau assez sympa niveau national? J'ai été élite nationale, donc dans la top catégorie nationale pendant 5 ans. Et après, du coup, le boulot est arrivé, a tapé à la porte. Et du coup, j'ai dû réduire un petit peu le temps d'entraînement, ce qui n'était pas possible en tout cas de suivre pour le VTT. J'ai voulu découvrir autre chose aussi, de nouveaux paysages, etc. En VTT, on est sur des formats de course d'1h30 sur un site distinct. Là, l'ultracyclisme me permettait de découvrir aussi des paysages, des cultures autres, et c'est un peu ça que je recherchais là, dans cette aventure-là. En plus, un peu de l'esprit compétition au début, parce que j'ai gardé cet esprit un peu compète au début. Voilà. Et vous, Bastien, vos sports de prédilection à l'origine? Un peu tout. J'ai commencé avec une longue carrière de footballeur, on va dire dans mon niveau départemental, mais puis après, passer à la course à pied, mais dans l'ultra, jusqu'à ce que mes genoux me disent stop, on arrête l'ultra, et que il fallait trouver d'autres défis, et le défi de l'ultra était cyclisme, était celui qui était bienvenu, qui permettait encore une fois de relever d'autres défis, de voir plus de choses, parce que 1000 km en vélo on voit plus de choses, 2800 on voit encore plus de choses, et c'est ça qui est toujours à un moment donné, dans le plus, il faudrait juste que je me trouve un seuil où il faut s'arrêter. Et pour l'instant, c'est toujours, on va chercher un peu plus, et toujours un peu plus. Donc déjà une passion des longues distances. Toujours, à l'origine. oui, c'est ça, c'est le défi. Et vous, Raphaël? C'est un petit peu la même logique. Moi, j'ai pas mal de passifs en course à pied, sur des distances marathon et au-delà, puisque j'ai réussi à faire un 100 km à pied. J'en ai fait qu'un et je l'ai terminé sur le podium, donc c'était déjà une belle satisfaction. Et puis après, le travail, des contraintes diverses et variées. La course à pied aussi, c'est assez impactant, donc j'ai subi une opération des genoux. Le vélo permet de réaliser plein de choses. C'est un sport porté, pas de sollicitation, on va dire, traumatisante. Et puis, le voyage à vélo, c'est vraiment fantastique. Sur tout ce qu'on a pu vivre, que ce soit sur le plan humain, sur le plan paysage, on vit vraiment une aventure extraordinaire. Voilà. Justement, dans ces voyages à vélo, ces périples, qu'est-ce qui vous plaît le plus à vous, Bastien? Découvrir les gens, sentir comment ils vivent,
puisqu'on est avec eux, finalement, pas les mêmes personnes, mais avec la population sur toute une journée, voire même la nuit, sur certaines périples où on roule H24, et sur mes aventures où je roule 3 jours sans dormir quasiment, on voit quand ils se lèvent, on voit comment ils vivent la journée, on voit les enfants quand ils vont à l'école de quelle heure à quelle heure, on voit comment ils vivent le soir, comment ils se lavent également, parce que quand on fait l'aventure au Sri Lanka, il y a aussi ce côté-là, hein, c'est les gens n'ont pas forcément l'accès à l'eau courante, donc on voit vers quelle heure ils se lavent. On apprend humainement, on apprend beaucoup, et on relativise également beaucoup. Et que ce soit au Maroc, avec tous les villages berbères qu'on peut traverser, ou au Sri Lanka, Taïwan est encore autre chose, c'est une autre aventure. Donc on l'a compris, une aventure sportive, mais humaine avant tout. Oui. En revanche, Harley, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer sur ces longues expéditions ? Je pense le critère est un peu différent suivant que ce soit Raphaël, Bastien, moi par notre passé et notre âge aussi. Pour ma part, le plus compliqué c'était de gérer les nuits, gérer le manque de sommeil et pouvoir gérer aussi les galères, parce que ce qui nous intéresse aussi dans ces longues distances, c'est d'avoir des galères et du coup plein d'expériences et plein d'histoires à raconter suite à ces galères, comment on les a vécues, comment on a réussi à passer au-dessus de ça. Donc sur le coup, on est toujours un peu frustré d'avoir ces galères et d'avoir ces moments un peu compliqués. Et à la fin, on est toujours, je pense, les plus heureux de pouvoir dire, ben voilà, on a réussi à passer au-dessus de ces galères et comment on a réussi à les surmonter. Donc ça peut être manque de sommeil, ça peut être des animaux, ça peut être des crevaisons, des problèmes mécaniques. Et en fait, finalement, dans ces longues aventures, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment de pédaler. En fait, on pense pas au pédalage, on pense pas à appuyer sur les pédales ou autre. On pense à l'alimentation. On va penser à où est-ce qu'on va se trouver un endroit pour faire une petite sieste. Voilà, plein de choses comme ça. Et finalement, on pense pas à pédaler, mais on pense à tout ce qui est derrière. Et parfois, c'est comme le disaient mes copains, c'est tellement plaisant de pouvoir lever la tête et regarder les paysages ou les personnes qui nous entourent dans ces moments-là, et ça nous permet de beaucoup relativiser. Justement, Raphaël, on parle des repas, des nuits. Comment ça s'organise, ça, en amont ? Alors sur les courses ultra, ça s'organise pas vraiment, c'est un petit peu en fonction du moment. On essaie toujours, bien évidemment, d'être prévoyant, c'est l'expérience, d'avoir de quoi manger, au moins un repas avec nous dans les sacoches. Après, on traverse des villages, on décide de s'arrêter. Alors on a eu la chance de rouler dans des endroits qui sont très propices à l'aventure, hein, mais quand vous vous arrêtez, que ce soit à Taïwan ou au Sri Lanka, et que vous avez des cartes qui sont uniquement écrites en mandarin, et que la langue parlée, c'est tout sauf la vôtre, effectivement, c'est vraiment l'aventure à l'état pur. Donc on essaie de trouver des solutions. Il y a des pays comme Taïwan où il y a des boutiques type 7-Eleven, où c'est très facile. Et puis il y a des endroits où il n'y a pas, où il faut se débrouiller, y compris aller taper à la porte de l'habitant. Des solutions aussi envisageables. Mais je vais retenir quand même juste un dénominateur commun à tout ça, c'est que dans tous les endroits où on a pu rouler, on a toujours trouvé des populations accueillantes et qui nous ont toujours apporté, on va dire, le service qu'on avait besoin. Je fais juste une petite anecdote sur le Sri Lanka, où j'ai oublié mon casque après une petite sieste. J'ai réussi à acheter un casque de moto au travers, voilà, c'est à l'image. C'est bien pour rouler à vélo, pas trop lourd. Non, puis il fait pas trop chaud. C'est pas trop chaud. Surtout qu'il faisait très chaud au Sri Lanka, un taux d'humidité qui était énorme, et que un casque de moto, c'était pas le meilleur casque. Mais voilà, du coup, avec un peu d'anglais, un peu de gestes, les gens m'ont envoyé d'une personne à une personne. J'ai réussi à trouver une personne qui avait bien compris mon problème, qui m'a amené dans son tuk-tuk. On a fait 20 minutes de tuk-tuk, il m'a amené dans une petite boutique, rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Hein. J'ai acheté ce casque-là pour 15 €. J'ai pu finir ma course, mais voilà, les gens ont vraiment fait un effort pour m'aider. Je ne suis pas certain que dans nos pays européens, dans notre mode de vie, on soit autant
on va dire, dévoué à aider les autres qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà. Avec le 46 en plus de Valentino Rossi, c'est Exactement. pas mal. Moi, du coup, je ne suis pas forcément allé plus vite à cause du numéro, mais, mais c'est un super souvenir. Bastien, vous avez une anecdote comparable à celle de Raphaël? Non, j'ai pas d'anecdote particulière, non. Malgré tout, l'ultra, quand vous le démarrez, c'est un exercice qui est assez difficile parce que mon premier ultra, c'est le Portugal. J'arrive avec l'entraînement que je peux avoir, avec mon envie. Et en fait, ça c'est pas... Même si j'ai passé 2 nuits sans dormir, parce que vraiment sans dormir, je mets 51 heures pour faire 1000 km. Par contre, j'ai eu des problèmes physiques, puisque j'ai les 2 chevilles qui ont gonflé au niveau du tendon d'Achille, avec des tendons d'Achille qui s'étaient transformés en pieds d'éléphant. Et vous roulez quasiment 300-350 km en pouvant pousser, mais pas tirer, sur la douleur. Mais on fait abstraction finalement, à un moment donné, on est sur le vélo et il faut y aller, il faut rouler, il faut traverser également quand on ne dort pas pendant 2 nuits, donc 3 jours de vélo, vous avez les hallucinations qui arrivent. Et au début, vous ne savez pas trop, hein, quand c'est la première fois que ça vous arrive, ce genre d'hallucination, vous ne savez pas que ce sont des hallucinations. C'est-à-dire que sur la route, vous avez toujours l'impression que là où vous êtes en train de passer, vous connaissez déjà. C'est assez bizarre parce que finalement, je ne suis jamais allé au Portugal, donc je ne pouvais pas savoir que je ne pouvais pas connaître le paysage. Et de la même façon que vous voyez les herbes sur les côtés qui ressemblent à des formes animales, ou alors vous parlez à votre femme sur le vélo alors qu'elle n'est pas du tout à côté de vous. Hein. C'est rassurant tout ça. Oui, mais oui, tout à fait. C'est quand on ne connaît pas, ça fait tout bizarre. Après, avec un peu d'expérience, on s'y fait. Messieurs, on va maintenant parler de votre gros projet pour cette année de 2025, ce Monaco-Istanbul. Qui a eu l'idée? Raphaël qui, il y a 1 an et demi, 2 ans... on voit le parcours à l'écran que vous allez faire. Moi, je veux aller à Istanbul. J'aime bien Istanbul. Il y a des avions, hein? Oui, certes, mais justement, il faut l'éviter, c'est le bilan carbone 0. Istanbul, c'est sympa, et puis en même temps, c'est la porte d'entrée de l'Asie. En avion, Istanbul étant le plus gros hub d'entrée vers l'Asie. Donc, nous, on a décidé que nous irions en vélo, dans la mesure où, en plus, on traverse des pays qui sont également de l'aventure. Traverser la Bulgarie, c'est une belle aventure. Traverser la Macédoine du Nord... C'est un mot qui vous tient à cœur, ça, aventure. Ah, c'est le fil rouge. Vous voyez, il y a des dénominateurs communs, fil rouge, l'aventure. Faut dire que c'est une aventure, c'est rien d'autre. Découverte des gens et des paysages, prendre du plaisir surtout, parce qu'il faut prendre du plaisir. Hein. Si vous n'avez pas de plaisir à pédaler, ça sert à rien. Mais c'est ça. Donc voilà, le point de départ, c'est Raphaël, il y a 1 an et demi, où on s'est dit, moi je veux aller à Istanbul. Harley, à quoi est-ce que vous vous attendez pour ces presque 3000 km? On s'attend à des lots un peu de difficultés, à des routes qui soient pas les mêmes routes qu'on traverse en France, à des ponts qui étaient existants sur la carte, qui sont peut-être plus existants en réalité. Donc on va chercher aussi, hein, c'est ce qui nous motive en tout cas d'avoir ces moments un peu de difficulté pour essayer de les surmonter correctement. Et après on va chercher aussi de traverser plusieurs pays, donc des paysages je pense extraordinaires et des coutumes, des personnes rencontrées aussi avec des civilisations complètement différentes de ce qu'on peut retrouver en France. Donc on cherche un peu l'évasion je pense, où on est en France dans un modèle on va dire de travail, d'écosystèmes toujours plus stressants les uns que les autres. Et parfois, pouvoir lever la tête et se recentrer un peu sur la vie de chacun, ça fait aussi énormément de bien, je pense, de faire ça 1 fois par an. Donc c'est aussi un peu ce que je cherche aussi, de sortir du quotidien et de pouvoir lever la tête et regarder ce qui se fait autour finalement et comment les gens vivent autour. Et après, quand on rentre en France, normalement, on est un petit peu chamboulé et puis ça nous remet un petit peu en question aussi pour l'année qui arrive et c'est aussi ce qui est très intéressant je pense dans ça.
Raphaël, il peut y avoir des coups de moins bien sur ce type d'expédition. Est-ce que vous les anticipez, ces éventuels coups de moins bien? Alors oui, il y aura forcément des coups de moins bien. Déjà, on est 3. On ne sera pas forcément en forme au même moment. Donc on aura tous un coup de mou. Après, on va le gérer. Alors, le coup de mou, il sera plus ou moins important. Hein. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine expérience du long. On roule souvent ensemble sur ce type d'épreuve. Alors que ça ne soit pas forcément aussi long, hein, mais on a quand même pas mal de temps passé ensemble. Et on va le gérer. Dans tous les cas, comme le disait Harley, le parcours va nous réserver quelques surprises. Parce qu'on peut le décomposer très facilement en plusieurs parties. Hein. On a la partie France-Italie, Slovénie-Croatie qui Oui, il n'y a pas de repérage. Non, on a une trace. On a une trace Oui, qu'on a fait, mais on n'y est pas allé. Voilà, on ne connaît pas. Mais on va rester globalement sur de la route, petite route secondaire, mais on est dans un environnement où on n'aura pas de grosses surprises, a priori. Voilà. Après, quand on va basculer de l'autre côté, Monténégro, Albanie, Macédoine, Bulgarie et Turquie, on a aussi privilégié de prendre des endroits où on va passer avec des vélos gravel, donc des gros pneus. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément du goudron de partout. On a vu qu'à la frontière turque, par exemple, les routes, ça rentre. Quand on regarde la vue satellite, le pont il est détruit. On peut avoir quelques surprises de ce genre-là et ça fait partie de l'aventure et c'est aussi des ingrédients qu'on va aller chercher. Avant cette aventure Monaco-Istanbul, il y aura un petit apéritif, dirons-nous, entre la route du Raz et Caen, 1050 km au programme. Pourquoi avoir choisi ce tracé? La Côte Rose. En fait, là pour le coup, c'est moi qui suis à l'origine du souhait de faire la côte bretonne que je connais, parce que je suis un peu d'origine de Picardie, donc je connais un petit peu toute cette partie-là, mais pas forcément toute la côte. Donc la côte de Granit Rose, et partir de la Pointe du Raz et aller jusqu'aux plages du débarquement, parce qu'on va à Caen pour faire justement également les plages du débarquement, c'est vraiment une aventure où on découvre toute la côte bretonne. C'est qui est magique, qui est juste magique. Et donc c'est pour, encore une fois, prendre du plaisir. C'est pas juste dire on va faire 1050 km, non, c'est pour découvrir une région, et cette fois-ci en France. Parce qu'on voyage beaucoup, mais c'est bien aussi de voyager sur ce qui existe, notre patrimoine à nous, la France. Oui, découvrir la Bretagne en vélo, je pense que c'est super sympa. Il y a des points comme le Mont-Saint-Michel et autres qui, à mon avis, on va les vivre différemment que si on les avait redécouverts, parce qu'on connaît un petit peu quand même, en voiture et puis en marchant à pied. Voilà, c'est complètement différent. Harley, quand on s'intéresse à votre histoire, il y a forcément cette aventure sportive, cette aventure humaine, mais aussi une aventure écologique, vous confirmez? Oui, je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où il faut penser aussi au monde de demain et il faut faire un petit peu attention aussi à ce que coûtent aujourd'hui nos déplacements en termes d'énergie. Et aujourd'hui, on consomme de plus en plus, on a de plus en plus d'énergie qui est donnée par rapport à nos transports. Donc je pense que le vélo est un transport très écologique. C'est un transport qui permet aussi de se rendre au travail pour les gens de tous les jours. C'est un transport qui permet aussi de voyager. Je pense que la vitesse que nous offre le vélo est une vitesse qui est super appréciable, en tout cas pour découvrir des paysages, pour découvrir des nouvelles régions. Donc effectivement, on va moins loin qu'en voiture, mais par contre, on voit beaucoup plus de choses. Et tout ça en réduisant la taxe carbone des expéditions ou des voyages par rapport à un véhicule ou par rapport à un avion. Comme je le disais auparavant, dans notre vie professionnelle, on utilise énormément la voiture, on fait énormément de kilomètres, on utilise l'avion pour se déplacer aussi pour un déplacement professionnel. Donc c'est bien aussi de faire autre chose et de voir de l'aventure un peu écologique aussi. Et comme je disais, je pense que la vitesse que nous offre le vélo pour découvrir les paysages, les villages qu'on traverse, les coutumes, que ce soit en France ou à l'étranger, finalement, c'est, je pense, le meilleur voyage, en tout cas, qu'on peut réaliser pour découvrir le maximum de choses. On a parlé de la France, effectivement, la France, on connaît déjà pas mal de choses, hein. Mais c'est vrai que même autour de chez soi, parfois, on parle d'entraînement et on découvre toujours des endroits, des coins qu'on connaît pas, parce qu'on passe tous les jours en voiture ou autre, mais il y a un bâtiment, une ruine ou quelque chose qu'on va découvrir en vélo, mais qu'on va pas découvrir en voiture, par exemple.
Donc c'est un moyen écologique qui nous permet de voyager en découvrant beaucoup plus de choses aussi que ce qu'on pourrait le faire avec une voiture ou en avion. C'est exactement ça. Messieurs, merci d'avoir été merci à vous. nos invités. On suivra Merci beaucoup. votre périple avec attention sur les antennes de TV Monaco. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.